Chers écrivains, bienvenue. Vous venez de pousser la porte du club où on discute d'écriture sans filtre. Je m'appelle Chris Vuklizevic, je suis autrice et j'ai réuni avec moi dans ce club 4 de mes amies écrivaines. Ensemble, on discute sans tabou de nos inspirations, de nos méthodes, mais aussi de nos doutes, de nos galères, bref, de tout ce qui fait la fabrique littéraire sans cacher ses côtés les moins glamour. Alors prenez un thé chaud, attrapez votre meilleur plaid et bienvenue au club. Et bienvenue dans la 21e réunion du club où on discute d'écriture sans filtre. Je suis comme d'habitude avec Marie. Hello. Laure. Salut. Léa. Coucou. Et Laetitia. Hello. Alors aujourd'hui, on va parler des corrections éditoriales, du travail qui se déroule avec l'éditeur une fois que votre manuscrit a été accepté. On a parlé la dernière fois des réécritures, enfin du travail de réécriture, tant qu'on n'a pas encore envoyé son manuscrit. Ensuite, l'étape d'après, c'est de soumettre votre manuscrit. Là-dessus, on a aussi un épisode dont je vous mettrai le lien quelque part. Et aujourd'hui, on parle de l'étape encore après. Votre manuscrit a été accepté et donc, vous allez travailler dessus avec votre éditeur. Mais avant ça, on va, comme d'habitude, vous faire un petit peu le bilan du mois écoulé sur ce qu'on a pu écrire ou pas. Je crois que Marie a été on fire. Oui, c'était un mois assez productif. Du coup, le focus de ce mois-là, c'était donc la nouvelle. Donc c'est une nouvelle sur la thématique de cap et d'épée, qui était lancée par Cécile Duquesne. C'est un appel à texte donc pour les auteurs qui ont moins de 2 publications, je crois. Donc moi, je suis hors concours, mais comme ça me tentait quand même bien, j'ai quand même décidé de participer de mon côté. Et du coup, j'étais vraiment à fond tout ce mois-ci et je viens de la terminer. Enfin, j'ai terminé la nouvelle et j'ai terminé la V1 ce week-end. Donc là, elle est partie chez 2 bêta-lecteurs et je me suis éclatée à l'écrire. C'était très cool. En fait, j'avais déjà écrit des nouvelles avant, mais c'est la première fois que j'ai vraiment abordé cette nouvelle-là un peu comme un nano-roman, en essayant vraiment de créer un faisceau de symboles. Et voilà. Et petite update par rapport à ce que je disais à l'épisode précédent, il y aura du fantastique parce qu'en fait, le truc, c'est 2 KPDP avec du fantastique. Donc voilà, je me suis dit, je vais quand même en mettre un petit peu. Mais bon, l'histoire peut marcher sans ça. Et il n'y a pas un gramme d'humour dedans. Il n'y a que des gens très intenses qui parlent avec des points-virgules et d'anciens français. Et voilà, oui. Ouais, Laetitia. Même l'envoyer à Cécile. Je sais pas, je me posais la question de l'envoyer ou pas. En fait, je me disais que je la mettrais bien en public. Il faut que je vois comment je peux la mettre en ligne parce que je me dis au moins ça me fait une petite actu. Sur Wattpad. Donc ouais. Pour tout vous dire, j'ai même fait un teaser. J'aime bien perdre du temps sur Canva. Trop bien. Voilà. J'ai fait un teaser, une couverture. Wow, excellent. Voilà. Trop bien. Donc du coup, il reste plus qu'à la corriger et puis j'aimerais bien la mettre en ligne peut-être en février. Trop bien. Trop Trop hâte chouette. de lire ça. Faudrait que tu mettes le lien sur ton compte Insta Nano Quick Tales. Oui, je me suis dit que je vais le mettre sur mon compte perso et mon compte Quick Tales parce que en fait c'est alors c'est une nouvelle. Ah oui, aussi, c'était censé être une nouvelle de 30 000 signes. J'ai lamentablement échoué, mais ça je le savais depuis le début. Elle fait 40 000 signes et je vois pas où je peux shorter parce que voilà. Je me suis dit, je suis hors concours de toute façon, donc j'ai le droit. C'est trop cool. Et oui, je suivais un petit peu tes stories. Et effectivement, j'avais l'impression que tu l'as travaillé vraiment comme un roman avec un vrai scénario. Mais vraiment, en fait, c'est fou parce que je me suis tellement prise au jeu que, du coup, le titre, c'est Les fleurons de la reine, ça s'appelle. Et je me suis tellement prise au jeu que j'ai eu l'impression de vivre en accéléré toutes les émotions que tu vis quand tu écris un roman, en fait. Genre, quand tu aimes bien les idées, tu développes les personnages. Et c'est hyper satisfaisant parce que tu termines tout beaucoup plus vite. Et tu tiens vraiment tout. En fait, c'est ça que j'aime bien dans les formats courts. Je me rends compte que j'aime bien ça. C'est que tu tiens vraiment tous les fils. Là où quand tu écris un roman, tu peux vite être les affreux du doute parce que ce fil-là, il doit rejaillir dans 10 chapitres, mais tu sais plus et tout. Là, c'est vraiment, je me suis vraiment dit, en fait, j'avais deux enjeux avec ce texte-là. Je m'étais dit, je veux vraiment jouer le jeu d'un roman de KPDP. Donc, il faut que je pastiche un peu le style du 17e avec un peu pas mal d'écume, d'élan lyrique et tout. Du coup, j'ai bouffé plein d'édits royaux, de lettres de cour de Versailles et tout pour aller chercher des petits verbatims. J'avais ça et j'avais aussi le truc de me dire, c'est quand même un format court, donc il faut que ce soit assez nerveux.
et comment je fais pour mettre tout ce truc avec beaucoup d'effets de manche et quand même une construction assez efficace. Donc voilà, c'était très cool à faire, je me suis bien amusée. Ça donne trop envie. Bah écoutez, j'ai trop hâte de la lire. Écoutez, en février, voilà. Trop bien. Et je me disais aussi, ouais. Peut-être ce serait possible de mettre le teaser sur la chaîne YouTube du club. Bien sûr, je ne sais pas si vous avez vu, on met parfois des vidéos, des bandes annonces. On l'avait fait pour le roman de Laetitia, pour les miens. Je viens de mettre d'ailleurs il n'y a pas longtemps la bande annonce de mon nouveau roman, Porcelaine sous les ruines. Donc carrément, on mettra le teaser de la nouvelle de Marie sur la chaîne. Comme ça, vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Et oui, n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos-là, ça fait aussi remonter pour que d'autres les découvrent. Et je sais que Laetitia aussi, tu as beaucoup bossé sur un nouveau roman. Enfin, nouveau roman, oui. Je suis en train de travailler, moi, sur justement les corrections éditoriales, ça tombe très bien, de mon 3e roman qui est à apparaître en fin d'année. Donc là, je suis en plein dedans. Je suis au chapitre, je crois, 12, enfin 11 ou 12, voilà. On pourra en reparler tout à l'heure, je pense. 11 ou 12 sur combien? Quelque chose comme 36. D'accord. Un tiers à peu près. Un bon tiers, ouais. Et Laure et Léa, ce dernier mois? Je pense que l'une comme l'autre, on a été bien occupés par le travail. Moi, je suis en équipe réduite en ce moment et je m'occupe de 2 gros lancements en parallèle. Donc, ça m'a pas laissé beaucoup de temps en janvier pour écrire. Mais il se trouve qu'en décembre, j'ai écrit 20 000 mots. Donc là, j'ai noté mon chiffre pour pas oublier parce qu'à chaque fois, comme je suis un peu, un peu mal avec les chiffres, j'oublie tout le temps. J'ai écrit 20 000 mots et en fait, j'ai écrit 10 000 mots en français que j'ai traduit en anglais. Donc en fait, en plus d'écrire tout ça, j'ai fait une vraie gymnastique d'adaptation. Et donc, c'était de la fanfic. C'était un challenge sur un thème qu'une amie m'avait donné. Et voilà, il fallait que je dessine et que j'écrive. Donc j'ai fait ça, c'était génial. Et je suis tellement prise dans l'univers de ce petit univers alternatif que j'ai créé que je suis en train d'écrire un épilogue, donc là, ce mois-ci, que je publierai. Mon objectif, c'est d'essayer d'arriver à le faire avant la fin janvier. Et voilà. Après, je me relancerai dans mes projets perso, puis de fanfic. Oui, Marie. Juste, c'est une fanfic sur quoi? Ah, c'est mon fandom habituel de Bon Présage. Ah oui, ok. Je ne suis pas très originale. J'avais une petite idée de ce que c'était, mais une petite c'est intuition. toujours la même chose. Voilà. Un petit côté obsessionnel. Mais j'ai réussi à traverser la terre du milieu avec cette fanfic, donc ça me donne de l'espoir pour la suite. J'allais te demander si tu avais réussi à traverser ce milieu de ton roman dont tu nous parlais la dernière fois. Non, celui-là toujours pas. Mais bon, j'espère réussir là quand j'aurai plus de temps, parce que le soir je rentre, j'avoue, je suis claquée. Voilà. Oui, Laetitia, vous avez beaucoup de questions pour moi. Non, c'est parce qu'il faut qu'on reparte en résidence d'écriture. Oui. C'est pour ça, Léa. J'y ai pensé. Je me suis dit, ça manque là. Petit sous-entendu très discret, très léger. Moi, je me suis dit, cette année, il va falloir que j'en fasse, sinon je ne vais jamais avancer. J'ai toujours trop de trucs à la maison. Ah ouais? En avril, je me suis trouvé un petit cottage dans un coin paumé de France et je vais aller écrire une semaine. Trop bien. Il faut juste que je trouve une voiture pour y aller, quoi. Et toi, Laure? Ouais, non, moi, c'était vraiment l'avalanche de boulot sous laquelle j'ai lamentablement échoué. Donc voilà. Ouais, ne t'inquiète pas, je suis dans la même situation. Je n'ai pas du tout écrit depuis un bon moment maintenant. Après, j'ai aussi été pas mal prise par la promo de mon nouveau roman, qui, au moment où cet épisode sort, vient de paraître, puisqu'il sort le 4 février et mon roman paraît le 1er février. Donc, allez dépenser vos sous en librairie. Allez acheter mon livre, que je peux vous montrer d'ailleurs. Regardez comme il est beau. Ouais. Il est très très beau. Pour ceux qui nous écoutent et ne nous regardent pas, je vous encourage à venir nous regarder. Un magnifique fantôme doré sur la couverture. Ouais, exactement. Il y a un doré sur la couverture et il y a surtout une c'est hardcover aussi. Ah oui, c'est un hardcover, bien sûr, il est relié. Et voilà, dessous, il y a une reliure de toute beauté. Et puis les 2 pages à l'intérieur, là, elles sont trop trop belles aussi. En plus, la quatrième en tone métallique. Waouh. Voilà, la fab, elle est vraiment belle. Que la reliure soit sous la jaquette. Et les pages de garde qui sont illustrées aussi. Elles sont tellement belles. Et il y a une carte aussi.
Je vous l'avais c'est montré, vrai. je crois. Ouais, tu nous l'avais montré, elle est trop belle aussi. Canon. Ah là là. Donc, ouais, ça me fait trop bizarre d'avoir un livre en dur, quoi. C'est génial. Pour la première fois, c'est trop cool. Et puis, pour les personnes qui ont précommandé le roman, il y aura un tote bag qui est super beau aussi, un marque-page. Mais voilà, normalement, il est dispo dans toutes les bonnes librairies. Et puis, on rappelle que un livre coûte le même prix en librairie que sur Amazon, la Fnac, etc. en France. C'est la loi qui l'exige. Donc, si vous pouvez commander ce livre ou les autres chez votre libraire préféré, ça soutiendra. Et puis, ce livre-là ne coûte que 23 €. Je dis que 23 parce que c'est rare que des reliés comme ça, avec toute cette fabrication, soient à 23 €. Je suis contente parce que les éditions Olympe ont fait un vrai effort là-dessus. Et sur les dates de rencontres à venir, alors Laetitia me disait que ce ne sera pas avant avril, donc on vous redira les dates pour Laetitia. Et pour moi, donc là, au moment où je vous parle, j'aurai déjà fait tous les lancements du roman. Mais ma prochaine date de dédicace, ce sera le 2 mars à Marseille. Voilà. Et le nom de la librairie, je ne sais... Les Voix au chapitre, c'est ça, à Marseille. Bravo. Rattrapé au dernier moment. C'est compliqué. J'ai beaucoup de dates de retenir les noms des librairies à chaque fois. C'est ça la fame. Et si, j'ai oublié de le dire, mais Du thé pour les fantômes a été nommé à 2 prix entre-temps. Ah, Il a été, ouais, mon précédent roman, donc prix Libre à nous, qui est le prix des libraires francophones. Et il est en finale dans les 3 finalistes. Et il est dans les 5 sélectionnés du prix des Imaginales des bibliothécaires. Trop bien. Très stylé. Bravo. C'est cool. Trop cool. Évidemment, quand je dis ça à mon éditeur, à votre avis, il me dit quoi? Pourrait y en avoir plus? Non, il dit qu'il ne faut pas s'emballer non plus parce qu'on ne sait pas si tu vas avoir le prix. C'est vrai. Alors, sachant que sur le prix Imaginal des bibliothécaires, il y a aussi mon collègue François Baranger, qui est dans la même maison d'édition, qui fait partie des 5 nommés. Et donc, je lui ai dit à mon éditeur, qui a d'un optimisme légendaire, il dit, tu dois être content de livres de ta collection dans le même prix. Il dit, ouais, j'aimerais bien qu'il y en ait au moins un qui l'ait pour une fois, parce qu'ils sont nominés partout et puis ils n'ont jamais le prix. Ok. Donc voilà, espérons que mon éditeur aura un prix avec l'un de ses livres. Mais si possible avec le tien. Moi, j'ai le droit de le dire. Ouais. François, je t'aime bien, mais si je t'aime pas. On y croit, on y croit. La reco qui donne envie d'écrire. Alors, c'est pas tout à fait aujourd'hui un contenu sur l'écriture qu'on va vous présenter. C'est plutôt un... Comment dire ça? Je ne sais pas, j'ai pas le mot. Je vais dire tout simplement le mot le plus simple, une pétition. T'allais dire quoi, Laetitia? Un espoir, j'allais dire. C'est beau. Une lumière dans le lointain. Un espoir qui, voilà, s'il aboutit, nous donnera d'autant plus envie d'écrire. Voilà. Donc, c'est une pétition pour... alors, je vous le dis en anglais, parce que c'est le nom, j'ai le nom en anglais sous les yeux. Fair Work, Fair Pay, Empowering Artist Authors in Europe. Donc, pour un travail juste et une rémunération juste, donner plus de pouvoir aux artistes auteurs en Europe. Le but, en fait, c'est que la Commission européenne mette en place un statut européen pour les artistes auteurs, ce qui permettrait notamment de simplifier le régime de protection sociale des auteurs. Et vraiment, si vous avez déjà eu affaire à l'URSSAF Limousin et consorts, vous savez à quel point c'est pas du luxe. Mais vraiment, hein, je ne sais plus le pourcentage exact, mais il me semble que 60% des artistes auteurs en France aujourd'hui vivent sous le seuil de pauvreté, n'ont pas accès à, je sais pas, des congés maternité, des congés maladie, etc. Donc l'idée, voilà, c'est d'assurer un niveau de vie minimum aux artistes auteurs professionnels, de consacrer l'acte de création comme une activité professionnelle, un travail qui doit être rémunéré de manière équitable et suffisante. Donc même si vous n'êtes pas encore publié, mais que vous espérez l'être un jour, imaginez des contrats, voilà, qui soient un petit peu plus équitables pour être sympa. Interdire les contrats abusifs. Régulariser aussi l'intelligence artificielle, une grande question qui se pose. Donc voilà, cette pétition vise à soutenir ce statut-là. Et donc on vous invite à aller la signer. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo YouTube. Et
on va passer donc à notre thème du jour, les corrections éditoriales. Donc, comme je vous disais en début d'épisode, après avoir parlé de réécriture le mois dernier, on va parler de travail avec l'éditeur. Donc, entre les deux, évidemment, il faut qu'il y ait une maison d'édition qui ait retenu votre manuscrit et qui accepte de bosser dessus avec vous. Sur cette étape-là, encore une fois, vous pouvez aller écouter notre épisode qui s'appelle « Comment faire publier son roman en 2024 », où on vous explique un peu tout ce qui se passe en coulisses, côté maison d'édition, sur la sélection des textes, avec plein de conseils ultra pratiques. Mais voilà, passons à l'étape d'après. Ça y est, vous avez été accepté en maison d'édition, c'est génial. Alors maintenant, comment ça se passe? Qu'est-ce qui va arriver à votre texte entre ce moment-là et sa publication? Est-ce qu'il va encore subir des corrections et si oui, lesquelles? Est-ce que votre éditeur a le droit de changer tout votre texte? On va répondre à tout ça dans cet épisode. Alors, on va parler essentiellement d'un manuscrit qui serait donc entièrement terminé, retravaillé, etc., que vous avez envoyé au service des manuscrits et qui a été retenu. Mais il faut savoir que c'est pas forcément toujours comme ça que ça se passe et que selon les manières en fait dont un texte arrive à l'éditeur, ça change carrément la manière dont on va travailler dessus. Parce que parfois, l'éditeur, il intervient beaucoup plus tôt dans la création. Et je pense notamment à des auteurs qui signent des textes déjà sur synopsis. Peut-être que Laetitia, tu connais plus ce genre de travail, et tu peux nous en parler. Ouais, enfin moi effectivement, j'ai plusieurs connaissances qui font ça. Il y a il y a plein de cas différents en fait. Il y a même des primo-auteurs, figurez-vous. Je pense que c'est beaucoup plus rare. Mais je pense à Sarah qui a signé La tisseuse de mélodie, je crois que c'est le titre, chez Hachette, sur Synopsis. Voilà. Ouais, donc ça peut arriver. Sinon, je pense aussi à des auteurs donc là plus installés qui vont avoir déjà signé, qui ont déjà par exemple une première maison d'édition et qui vont signer sur Synopsis avec une nouvelle maison d'édition. Donc là, il y a peut-être un peu plus d'assurance que sur un primo-auteur. Et je connais aussi mon cas personnel, du coup, que c'est pareil. J'ai été ça quasiment, c'est pas pareil, mais presque que Sarah, au final, c'était quasiment, oui, c'était un premier roman, vu que c'était un concours, vous savez, avec le Serment des Traqueurs, qui était un concours que j'ai gagné sur les premiers chapitres. Donc au final, on va dire que, en tout cas, le travail a commencé sur Synopsis et avant même qu'il y ait le roman. Mais là, le travail avec l'éditeur, tu veux dire, il était présent dès le début. Voilà, c'est ça. Le travail avec l'éditeur a commencé dès ce moment-là. Il y a aussi, je sais qu'il y a des auteurs qui, par exemple, proposent plusieurs synopsis à des éditeurs. Genre, voilà, je sais pas, tu veux un roman fantastique pour les 12-14, tiens, regarde, j'ai 3 synopsis. Et l'éditeur, il fait, ah ouais, j'aime bien celui-là. Tu vois, voilà, ça peut être comme ça que ça commence aussi, quoi. Sachant qu'en général, c'est quand même plutôt réservé à des auteurs qui sont déjà connus des maisons d'édition, parce que y a une certaine confiance aussi de pouvoir signer un projet. Il faut que l'auteur, on sache qu'il puisse aller au bout. Et puis d'avoir des contacts, tout simplement, parce que ça se joue dans des relations, en fait. C'est autour d'une discussion, je sais pas, lors d'un salon, lors d'un dîner, pouvoir dire « Ah tiens, tu cherches ça, ça tombe bien, j'ai ce genre d'idée. » Léa, tu voulais réagir? Non, je voulais dire, Marie, c'était ça qui t'est passé sur Kaléidoscope avec Brajlon, il t'avait signé sur Synopsis? Alors, je me souviens plus trop. Tu te souviens plus? En fait, je travaillais déjà avec eux comme ghostwriter. Ah, ok. Et du coup, j'avais déjà rendu plusieurs textes et ça se passait bien. Et du coup, je crois que oui, il m'avait parlé du coup du label jeunesse qui était Castelmore. Et moi, j'avais cette idée-là dans mes tiroirs. Et je pense que oui, ça s'est passé. Oui, en vrai, quand je me souviens, ça s'est passé comme ça. En fait, j'ai signé le contrat avec une date de rendu et j'avais pas encore écrit le roman. Ouais, t'avais rien écrit, hein. Mais en vrai, c'est ce qui se passe aussi quand tu écris des séries, parce que le tome 1, il est signé, mais les autres, tu es quand même obligé de donner le synopsis des autres à l'éditeur, mais c'est un peu le même process, quoi. Ça peut être aussi le cas si vous n'écrivez pas de la fiction, mais du pratique, notamment des méthodes de langue. Et autres joyeusetés, mais du coup, comme vous êtes... c'est ce que vous disiez tout à l'heure, en gros, on signe un auteur comme ça quand il y a un gage de confiance. Donc soit en littérature, parce qu'il a déjà publié, qu'on sait qu'il est capable de finir et de vendre, et en pratique, peut-être parce qu'il y a une légitimité sur un sujet. Voilà. Oui. Je sais que par exemple, il y a l'un des éditeurs de l'École des loisirs qui était venu me voir parce qu'il avait aimé mes 2 premiers romans pour me proposer
de travailler avec lui. Et donc, ce qu'il me disait, c'était, il a voulu que je lui pitche d'abord une idée de roman. Il m'a dit, OK, moi, l'idée me plaît. Mais par contre, comme c'est la première fois qu'on bosse ensemble, envoie-moi un premier jet. Et à ce moment-là, si je pense que c'est bien et qu'on peut continuer, on signera et on retravaillera le roman à partir de là. Mais il y a d'autres éditeurs voilà, qui vont dire la même chose en disant envoie-moi juste les 3 premiers chapitres et un synopsis, on signera là-dessus. Et forcément, ils vont intervenir du coup beaucoup plus tôt dans la création. Alors moi, j'ai jamais fait ça. Donc, je vous pose la question à vous. Comment ça se passe en fait, du coup, ce travail en porte ouverte avec son éditeur? Quelle est la fréquence en gros des allers-retours? Est-ce qu'on envoie chapitre par chapitre? Est-ce que dès qu'on a une idée, on lui pose la question? Est-ce qu'il peut quasiment co-créer l'œuvre en disant va plutôt dans ce sens-là ou quoi? Voilà. Je vous laisse expliquer un petit peu comment ça se passe. Moi, je dirais que ça dépend, je pense que ça dépend des projets, ça dépend de l'éditeur, ça dépend de l'auteur. En tout cas, moi, de ce que je vois, de ce que j'ai vécu moi et de ce que je vois mes amis faire avec soit des tomes 2, soit des trucs déjà signés ou quoi, c'est quasiment comme. Franchement, Chris, je pense que tu verrais pas tant que ça la différence. C'est juste que tu envoies effectivement au fur et à mesure. Genre, par exemple, tu envoies tes 10 premiers chapitres, ensuite tu envoies du 10 au 20. Enfin, toi, tu les envoies juste un peu plus en même temps que tu les écris, en fait. Mais tu envoies plus du premier jet, du coup. Et ça, ça dépend de l'auteur. Il y en a qui... Ça dépend. Il faut avoir quand même une relation de confiance hyper forte avec son éditeur pour envoyer un... Enfin, après, j'imagine que ça dépend des sensibilités des auteurs, mais moi, je pourrais pas en fait envoyer genre les 10 premiers chapitres, même si j'ai déjà relu, tant que le bouquin n'est pas fini. Et par contre, ça, je le faisais quand j'étais ghostwriter. Je me souviens, je travaillais avec Pocket Jeunesse, enfin PKJ, et j'avais travaillé sur une série de, je crois qu'il y avait 7 tomes, et les délais étaient très très courts. Et là, du coup, c'était quasiment, c'était pas du chapitre par chapitre, mais pour le coup, il fallait vraiment avoir aucun ego sur son texte parce que je l'écrivais, il passait à la moulinette de leur côté, il revenait, il y avait des motifs. Enfin, c'était un échange, quasiment un échange de ping-pong en continu. Oui, parce que juste pour rappeler ce que c'est ghostwriter, en gros, c'est presse-plume. Donc, oui, voilà, c'est ça. T'écris en général sous pseudo et c'est vraiment de la commande. L'éditeur, là, en l'occurrence, je sais pas, c'était sur une série, c'est ça? Il fallait que tu adaptes. Des licences de dessins animés. Une série télé et oui, du coup, c'est un processus créatif très, très différent parce qu'en fait, tout est déjà dans la série télé, enfin, les dialogues, les épisodes et tout. Moi, je fais juste retranscrire, mais je retranscris quand même pour un certain public, dans un format donné. Donc, c'est de l'adapt, presque un travail d'adaptation, quoi. Ouais, c'est très différent de ce qu'a pu faire Laetitia, par exemple, sur Les Serments des Traqueurs, où voilà, c'était vraiment une œuvre créative où tu devais débroussailler entièrement, quoi. Mais du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Laetitia, de personnes, par exemple, qui proposent 3 synopsis et que l'éditeur en gros choisit, je me demande, alors pareil, j'imagine que ça dépend des cas, mais jusqu'où l'éditeur peut orienter la création et dire, alors moi je veux vraiment du 12-14 avec une héroïne fille et son sidekick c'est un garçon, et je veux qu'ils aient tel âge et que ce soit dans tel cadre et que le type de magie ce soit ça. Est-ce que ça peut aller jusque-là? Après, alors, moi, de ce que je comprends avec les discussions qu'on peut avoir entre auteurs, si c'est ça, c'est de la commande en fait. Ouais. Plus tout à fait la même chose. Genre, après, là, ça passe en contrat. Alors, je sais pas ce que ça change très exactement, mais ça passe en truc de commande, quoi. Ok. Léa, ouais. Ouais, moi j'ai fait ça dans ma toute première expérience éditoriale. Bon, c'était en anglais, hein, mais on recevait des pitchs. Donc exactement ce que Laetitia a décrit. Et ma maison d'édition s'associait avec d'autres maisons d'édition qui publiaient des formats différents pour investir sur un pitch et demander aux Anglais de le développer, donc d'embaucher plusieurs auteurs. Souvent, c'était carrément des pools d'auteurs qui étaient embauchés pour travailler sur un pitch. Généralement, c'était des blockbusters jeunesse. Typiquement des trucs du style les petits vétérinaires du quartier qui vont s'occuper d'un animal par tome, vous voyez, vraiment des trucs hyper chartés qui sont c'est facile d'en écrire 20 tomes. Tome 1, c'est le pigeon du coin est blessé. Tome 2, le hamster d'Amélie est malade. Tome 3, voilà. Et c'était
passionnant de faire ça parce qu'en fait, très vite, quand j'étais dans cette boîte, on m'envoyait ces trucs-là et on me disait qu'est-ce que tu rajouterais, toi, en tant qu'éditrice, tu verrais, est-ce que les héros et les héroïnes proposées te semblent bien, qu'est-ce qui manque dans cette série et tout. C'était passionnant en tant qu'éditeur. Et je me suis dit, après, les pools d'auteurs qui se récupèrent ça, ils doivent se dépatouiller de tous les commentaires que tout le monde a laissés. Ça doit être compliqué quand même. Voilà, c'était juste une parenthèse pour dire qu'effectivement, ça peut aller loin, ces trucs de commande. Ok. Mais sinon, moi, ce que je vois avec. Je réfléchissais un peu au retour que m'ont raconté mes amis, mais ça va plutôt être des trucs du genre tiens, là, tu pourrais mettre des flashbacks, genre rajouter des. Enfin, ça va plutôt être des choses comme ça. Ça va pas être aussi directif que ce que tu disais, tu vois. Ouais. Et quand, par exemple, tu envoies tes 10 premiers chapitres, admettons, est-ce que l'éditeur te dit attention, sur les 10 prochains, va plutôt dans cette direction ou attention de ne pas tomber dans tel travers? Est-ce que du coup, ça te permet de te donner des conseils sur la suite ou de commencer à corriger les 10 premiers? Comment ça se passe? Bah, moi, personnellement, ça n'a pas hyper bien fonctionné ce système. Donc, moi, il a très vite vu qu'on a essayé ça sur le Sermon Tracker. Et en fait, je crois que ce qui s'est passé, c'est que je lui ai envoyé les 10 premiers chapitres. Et 2 ou 3 semaines plus tard, je lui ai envoyé 10 nouveaux autres premiers chapitres. Et il a compris que la V1 qu'il avait lue n'avait plus trop de sens. Et il s'est dit, je vais pas me taper de lire toutes ces versions. Donc, il a lâché l'affaire jusqu'au manuscrit final. Oui, parce que je me dis, ça marche en fait surtout pour des auteurs qui sont quand même très architectes. Parce que quand tu es jardinier, il faut bien que tu arrives jusqu'au bout de ton roman pour savoir ce qu'il raconte. Et ensuite, il n'est pas lisible à ce stade. Donc, tu vois. Bah, c'est comme ça que moi, je me dis de plus en plus qu'au final, je suis bien plus jardinière qu'architecte. Mais il y en a qui le font. Enfin, vraiment, je pense à des autrices Hachette, notamment, qui travaillent comme ça. Donc, je ne sais pas après exactement, je sais pas comment elles font. Mais... Je sais pas surtout où leurs éditeurs trouvent le temps de faire ça, honnêtement. Parce que moi, j'ai pas le temps. Enfin, j'aurais pas le temps dans mon boulot. Bon, enfin, bref. Même les éditeurs avec qui j'ai pu travailler, qui avaient de la bouteille et qui avaient une certaine expérience dans le métier, ils n'avaient pas le temps de faire ça. Tu gères déjà tellement de trucs en parallèle. Si le moindre de tes auteurs, il t'envoie ses 5 premiers chapitres en cours, puis après, il te renvoie un mail en disant « Ah non, finalement, j'ai changé, qu'est-ce que t'en penses » et tout. Mais tu passes tes nuits à lire les trucs, en fait. C'est pas possible, quoi. Enfin, bon. Ouais, voilà. J'imagine que c'est peut-être possible dans des maisons où les éditeurs sont vraiment que éditeurs et ne font que ça à plein temps et ne font pas aussi un peu commercial, un peu... Voilà. Oui, et qui ont un nombre de nouveautés à l'année limité aussi. Ou qui sont passionnés et qui ont envie de prendre ce temps, de prendre leur nuit à lire tout, quoi. Je vais me faire juste l'avocat du diable, ou alors qui donnent des délais trop serrés à leurs auteurs. Et qui sont donc obligés, l'un et l'autre. C'est vrai aussi. Ouais. C'est vrai. Ouais. Oui, mais il faut vraiment qu'il soit sur ce programme. Parce que si on le place sur le programme d'après, on rate la période des salons. Donc ça va pas. C'est toujours une bonne nouvelle. Il me faut du chiffre d'affaires sur ce programme-là. Donc c'est vrai. Ouais. C'est vrai que je suis bien contente d'avoir un éditeur qui me dit je ne te donne pas de délai, c'est moi qui lui réclame des délais. Ça, c'est bien. Question annexe d'auditrice qui se demandait justement s'il y a une signature du contrat au moment où l'éditeur accepte le manuscrit, donc dans le cadre d'un envoi classique, ou est-ce que ça vient plus tard? Donc j'imagine, ce qu'elle veut dire, c'est après un certain retravail, une fois que le manuscrit est définitivement accepté dans sa version finale. Les filles qui bossent en maison, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Je sais pas trop en vrai pour la partie contractuelle exactement du timing. Peut-être Léa, Moi, je suis toujours un peu gênée de répondre sur cette partie contractuelle parce que très personnellement et pour des questions éthiques, je trouve que c'est pas normal de faire bosser les auteurs trop sur des manuscrits et de pas les payer en fait. Je pense que tu peux demander un certain retravail à un auteur sur un texte, mais que si tu le fais, il faut soit que tu sois vraiment sûr que ça va aboutir à quelque chose en tant qu'éditeur, parce que sinon tu le fais travailler dans le vide. Trouver une sorte d'engagement ou tu le signes direct en fait. Si tu perçois un potentiel, tu le signes direct et tu demandes pas à la personne de retravailler sans certitude en échange. Moi, éthiquement, j'ai ce point de vue-là. Après, je pense que ça peut arriver dans le monde de l'édition
que tu aies des éditeurs qui reçoivent des manuscrits, qui trouvent un potentiel ou qui trouvent des trucs intéressants, qui répondent à l'auteur en lui disant « Écoute, ton projet nous intéresse, peut-être que tu peux le retravailler comme ci, comme ça, et qui attendent une V2 pour signer. Mais je ne trouve pas ça correct, moi, personnellement. Voilà. Ouais. Alors, parlons vraiment des corrections éditoriales sur manuscrits terminés. Le truc le plus classique, on va dire, pour des primo-romanciers, primo-auteurs. Alors, concrètement, comment ça se présente? Qu'est-ce que l'éditeur fait? Est-ce qu'il nous passe un coup de fil? Est-ce qu'il dit « on se voit et je te dis un peu ce que j'en pense » Est-ce qu'il renvoie juste un document? Qu'est-ce que vous avez eu dans votre expérience, les filles? Alors moi, j'ai eu plusieurs. En fait, selon les éditeurs avec qui on travaille, c'est pas forcément la même chose. Moi, j'ai eu, par exemple, pour mon premier éditeur, donc qui était Michel Lafon, il y avait un premier envoi du document annoté. Et je me souviens que pour le premier roman, j'étais allée chez l'éditeur et on avait repassé sur toutes les corrections ensemble pour valider plusieurs éléments de réécriture, de correction. Sinon, moi, ça s'est beaucoup passé par mail, par téléphone aussi. Pour le premier débrief, par exemple, c'est plus souvent soit on se déplace, soit par téléphone. Et sinon, échange de mail ou les classiques révisions sur Word. Enfin, ça dépend en fait vraiment beaucoup des éditeurs en fait. Oui, chacun a un peu sa manière de fonctionner. Laetitia, ça s'est passé comment pour toi? Moi, exactement comme Marie. C'est-à-dire, comme Marie, j'ai eu des situations où je suis allée chez l'éditeur, on s'est posé dans un bureau pendant 2 heures, on a repris tout le manuscrit ensemble. J'ai eu du téléphone et sinon le plus classique, c'est ce que dit Marie, c'est on reçoit un doc Word annoté en suivi de modification, enfin en suivi de correction. Est-ce que le rendez-vous, c'était pour chacune pour le premier roman ou pas? Parce que est-ce que c'est pas ce truc aussi de... Ouais, c'est ça, de quand c'est un peu ton premier roman et que l'éditeur fait un peu... Non, moi, ça avait été pour... j'ai eu le cas pour ma première trilogie et ma deuxième. Ok. De me déplacer vraiment, d'aller voir, de passer plusieurs heures avec l'éditrice pour vraiment pointer toutes les corrections, etc. Et aussi, j'ai fait ça, donc, aussi pour le dernier jeu, enfin, on en parlera plus tard, des épreuves, de vraiment pointer tous les trucs à la fin en présentiel avec l'éditrice. Ok. À l'enfer. Comme ça, on est sûr, en fait, que c'est acté et que ça peut partir. Ouais. Moi, j'ai jamais fait de rendez-vous comme ça, ni par téléphone, ni en présentiel. J'arrive pas, j'ai plusieurs hypothèses. Je sais pas si c'est parce que mon éditeur a senti que ça me plairait pas et donc a pas proposé. Si juste on est très alignés et que il a pas le time et que ça me va très bien. Ou si, en fait, mon éditeur, c'est particulier. Je pense qu'il y a certains éditeurs qui sont vraiment... en français, on n'a qu'un seul mot, mais vous savez, en anglais, on a le publisher et l'éditeur. Donc, le publisher, c'est plus celui qui va choisir les textes et qui va les sélectionner, par exemple, acheter des droits à l'étranger, etc., pour les publier. Et l'éditeur, c'est vraiment celui qui va travailler sur le texte. Et en l'occurrence, mon éditeur, à la base, il est surtout publisher, dans le sens où il fait surtout des achats de droits, vu qu'il fait du poche avec Folio SF, et surtout de l'étranger, donc chez Lune d'encre, encore des achats de droits. Et c'est plus rare, finalement, qu'il travaille vraiment sur des romans français. Je sais qu'il a commencé à en faire plusieurs là l'an dernier, mais c'est pas l'essentiel de son travail. Et donc, c'est vrai que je pense qu'il a aussi tendance à n'accepter que des textes qu'il trouve déjà très aboutis et sur lesquels il n'y aura pas énormément de travail éditorial. Alors après, jusque-là, moi, mes 2 romans, c'est comme ça que ça s'est passé. En gros, j'ai eu très peu de travail, je lui ai envoyé. Et donc, j'ai pas eu tout ce truc de on s'appelle pour revoir, on va en reparler, mais est-ce que la structure, la cohérence, etc., ça va? C'était toujours que des commentaires en marge d'un doc Word, ou en suivi de correction. Et on se fait des conversations par commentaires interposés dans le document Word, si besoin. Ou peut-être que sur mon prochain roman, il va m'appeler et me dire « Bon, ça va pas du tout, faut tout retravailler, etc. »
Non, mais on n'a jamais eu ce genre d'appel. Hein. Ou en tout cas, peut-être qu'il y aurait des choses plus structurelles à retravailler. Ce que je veux dire, c'est que là, vraiment, même sur Porcelaine sous les ruines, c'était de l'ordre de la virgule et des verbes d'incise, quoi, les corrections que j'ai eues de sa part. Il y a un seul truc dans mes 2 premiers romans qui m'avaient demandé de retravailler, mais on va en reparler. C'est dans mon premier roman, un chapitre qu'on a supprimé, mais qui servait à rien, en fait. Et dans le 2e roman, où il m'a dit, il y a des passages en vers libre, que voilà, il n'était pas hyper sûr, c'était un peu déséquilibré, donc on a rajouté un passage en vers libre au début du roman pour équilibrer le tout. Mais c'est les 2 trucs. Voilà, je ne sais pas, vous, justement, de quelle nature peuvent être les corrections que vous propose votre éditeur. En tout cas, dans un premier temps, justement, il vous appelle, vous faites un rendez-vous. Quelle est la nature des commentaires qu'il vous fait à ce moment-là? Alors moi, en fait, souvent, ça s'est fait en 2 temps. Souvent, quand c'est appel téléphonique ou à l'oral, c'est des choses qui sont du retravail qui n'est pas forcément hyper ciblé dans le roman, mais il y a tel problème ou il y a tel élément. Moi, je me souviens, par exemple, pour mon premier roman, la fin, c'était un concours aussi, et du coup, je m'étais grouillée de l'envoyer avant la deadline, et la fin, elle était clairement bâclée. Et du coup, ça, c'était vraiment le premier truc, c'était, bon, la fin, il va falloir vraiment la retravailler et la muscler parce qu'elle ne va pas en l'état. Donc ça, c'était vraiment le premier feedback à l'oral. Pour les rumeurs d'Issard, il me semble que c'était pareil, c'était le premier retour téléphonique où c'était plus les impressions de lecture de l'éditrice et les éléments qui sont un peu partout dans le roman qu'il faut que je retravaille avant de renvoyer la version. Et ensuite, quand c'était sur Word, vraiment à l'écrit, on entrait vraiment dans le détail, dans le travail sur les mots, le travail sur la forme plus que sur le fond et la structure. Et toi, Laetitia? Du coup, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Marie, parce qu'en gros, pareil sur le genre de différence téléphone et de documents. Mais comme je suis par contre pile là, en train de faire mes corrections éditoriales, je peux un peu plus rentrer dans le détail sur le différent type, si ça vous intéresse, les différents types de corrections que j'ai. Moi, j'ai beaucoup de demandes de précision. Donc, en gros, dans la marge, ça va être des trucs du genre pas clair, du genre pourquoi, du genre du genre comment le savent-ils, est-ce qu'on y revient plus tard, c'est-à-dire, voilà, des choses comme ça. C'est-à-dire des demandes de précision. En fait, il y a un peu, dans ce genre de cas, il y a un peu deux solutions. C'est soit c'est hyper clair dans ma tête, mais apparemment, c'est pas clair dans le texte. Ça prend pas longtemps. Enfin, en général, ça, je le rectifie assez facilement. Par contre, parfois, c'est pire, c'est que ça me fait moins compte que c'est pas clair dans ma tête. Et donc là, ça risquait pas d'être clair dans le texte. Et ça prend plus de temps à corriger parce que ça veut dire qu'il y a un petit truc. Alors, je dis pas que c'est des gros trucs, mais il y a un petit truc là que j'avais pas réfléchi et il faut que je me pose un peu dessus et que je réfléchis. Alors, sachant que parfois, la solution, c'est d'enlever. Si par exemple, il y avait mention, je sais plus ce que c'était la dernière fois, de l'eau qui glaçait, un truc comme ça. Genre, il y avait une phrase qui disait un truc du genre quand la mer n'était pas gelée en hiver, et il y avait un truc genre la mer gèle en hiver, et j'ai fait genre, j'ai enlevé la phrase, enfin j'ai enlevé la fin de la phrase. Non, pas du tout. C'est une solution, genre, si c'est un truc qu'on s'en fout en fait, enfin voilà, ça peut être ça, mais si c'était non, mais attends, c'était hyper important qu'il y ait une mer glacée, ok, mais alors, enfin voilà, c'est à toi de réfléchir. Donc il y a ça. Ensuite, il y a réorganiser des informations, donc ça peut être remonter une info. Ça peut être, ça a déjà été dit, donc on supprime. Moi, j'avais l'impression qu'il fallait le redire pour que ce soit clair, mais non, c'est déjà dit. Ou c'est trop tôt. Ça m'est pas trop arrivé, mais ça peut être redescendre éventuellement une information. Voilà. Ensuite, moi, j'ai un peu sur les descriptions. Qu'as-tu en tête? Je n'arrive pas à me projeter. Donc ça, c'est à tel endroit. Enfin, des espèces de précisions sur les descriptions. Donc là, en général, c'est à peu près clair dans ma tête. C'est juste que j'ai pas assez décrit le truc, quoi. Ensuite, ça va être parfois, là, ça pense plus que disait Chris, du coup, c'est plus suggestion d'un mot à la place d'un autre, parfois. Donc, comme tu disais, dans les verbes d'incise, ou parfois, genre là, j'ai noté un ami, camarade, enfin, des choses comme ça, parfois. Ça, moi, ça me perturbe d'ailleurs toujours beaucoup. Je serais hyper curieuse d'avoir l'avis des autres filles autour de la table. Je suis toujours en mode, ami, c'est pareil que camarade, pourquoi tu Pour moi, ami a la notion.
ami a la notion que c'est ton ami. Un camarade, ça peut juste être un camarade de classe que tu n'apprécies pas forcément. Je ne sais pas de quel personnage il était question là dans ce cas de figure, mais ça peut, ami, ça peut sous-entendre qu'ils s'entendent bien alors que c'est pas forcément le cas et qu'ils sont obligés d'être ensemble, comme des élèves dans une classe. Ouais, le camarade, c'est un peu camarade dans la même galère, quoi. Ouais. Pas obligé d'être pote pour être camarade, quoi. Ouais, il y a des débats comme ça avec les éditeurs. Bon, voilà, parfois, c'est des subtilités comme ça. Parfois, c'est ce que disait un peu Marie, je crois, supprimer des passages ou en ajouter. Donc ça peut être. Donc ça, c'est pas forcément enfin, supprimer, c'est facile. Si tu es d'accord, ça va vite. Et, en général, tu es d'accord. Mais ajouter, ça peut être plus long parce que ça peut être. Moi, en l'occurrence, ça peut être des choses comme rajouter du suspense, rajouter des enjeux, enfin, rajouter de la tension, un peu le même genre, tout ça. Ou sur un personnage, genre. Là, on s'attache pas assez à ce personnage, faudrait qu'il ait un peu plus d'empathie, faudrait, enfin, voilà, des choses comme ça qui, ça, je trouve, sont un peu plus galères à corriger. Voilà. Voilà, ça peut être comme correction. Mais ouais, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, ça permet de préciser en t'écoutant que ce ne sont que des suggestions, des propositions, mais que en fait, quasiment jamais, sauf en cas de faute réelle, l'éditeur va venir corriger directement dans le roman. En général, c'est en commentaire, il propose, même sur des répétitions. Léa, je sais que tu disais que tu passes ta vie à surligner des répétitions dans les romans. Moi aussi, mon éditeur, juste, il me surligne le mot qui revient 2 fois à quelques lignes d'intervalle. Et éventuellement, il peut me proposer quelque chose en marge, mais souvent non, c'est à moi de me débrouiller. Et il va jamais, en tout cas, vraiment aller corriger, mettre un mot à la place d'un autre. Oui. Et c'est très important. Ouais. Oui. Et d'ailleurs, si correction il y a, parce que ça peut arriver, c'est toujours en suivi de correction. Donc dans Word, il y a cette option où chaque correction qui est faite dans le texte est barrée d'une certaine couleur et reportée dans la marge. Et du coup, l'auteur peut vraiment valider chaque correction. C'est pas... Voilà, je sais que Laetitia, tu as eu une expérience un peu malheureuse là-dessus. Je ne sais pas si tu veux raconter. Bah, c'est une phrase, hein, mais oui, effectivement, il y a eu lors d'un travail éditorial à un moment le suivi de correction qui a sauté, on va dire, et j'ai reçu le texte avec, en fait, il y avait quelques corrections en suivi de correction, mais il y en avait d'autres qui n'avaient pas été mises en suivi de correction, sauf qu'en fait, c'est mon texte, donc, enfin, je l'ai vu direct. Donc, bon, voilà, du coup, je l'ai redit tout de suite à l'éditrice et voilà, on a corrigé le truc. Ouais. Et ça veut dire que ça demande de reprendre les 2 documents ligne à ligne pour dire OK, qu'est-ce qui a été changé de l'un à l'autre, puisque justement le suivi de modif n'a pas été fait. Ah oui, en fait, Word a une fonction miraculeuse qui permet de comparer 2 documents. Donc, tu fais ça, en fait, et là, tu vois tout ce qui a été changé dans ton texte, en fait. Je ne savais pas ça. Ouais. Moi, j'ai repris le manuscrit du Thé pour les fantômes pour vous dire un peu, moi, quels sont les commentaires qui reviennent le plus. Oui, donc évidemment, les peu clairs, etc., les points d'interrogation, pourquoi pas. Mais moi, ce qui est très drôle, c'est que ce qui revient beaucoup de mon éditeur, c'est des bof. On peut pas s'en passer de celle-là. On est obligé. On sent son caractère. Génial. Oh là là. Moi, je reçois un bof. Je crois que je le prends mal. Mais franchement, c'est assez drôle. Par exemple, sur mon premier chapitre, j'avais mis des lignes de blanc. J'avais des paragraphes avec des sauts en fait entre les paragraphes. Et donc on est obligé de garder toutes ces lignes de blanc. Bon, il n'y en a pas 50 pages, alors à la limite, pourquoi pas, mais à quoi elles servent? Je pense que ça passe bien si tu as une bonne relation avec ton éditeur. Ouais. Parce que tu peux en rire, quoi. Lui, il veut pas que ça prenne trop d'espace, il veut pouvoir économiser sur le papier. Le papier, qui coûte très cher, et oui, je le comprends. Non, je rigole, ça me rappelle quand je faisais tous mes sauts de ligne et que je voulais être trop arty à 15 ans.
Mais en vrai, des fois, c'est très utile, les sauts de ligne, et il ne faut pas les économiser. Je ne sais pas si vous les avez gardés ou pas, finalement, mais... Finalement, on les a gardés parce que j'ai très bien argumenté. Je pourrais vous lire toute mon argumentation derrière de 30 lignes dans la section commentaires du document Word. Mais, ou par exemple, le titre de ce même chapitre, c'est « Le salon des étranges T » avec « étrange-T ». Et il m'a dit, j'ai un doute sur le tiret, c'est toi qui vois. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il a répondu à son propre commentaire plusieurs jours après. Je vois genre 19 septembre, je l'avais dit, j'ai un doute sur le tiret. 22 septembre, vu que tu me colles des mots composés avec tiret quasiment un chapitre sur 2 à la réflexion, je me dis que celui-ci, c'est pas le pire après tout. Bah yes, ça passe du coup, hein, tant mieux. Voilà. Problème réglé. Oui. Non, il comprend pas du tout. Pareil avec vraiment les commentaires à quelques jours d'écart, c'est le plus drôle. Donc mon narrateur, au début, on ne sait pas qui c'est plus tard dans le roman qu'on comprend qui est le narrateur. Donc à la lecture, je me m'étais donc mis dans la tête que c'était une femme qui racontait. Et puis après, je me suis dit, mais non, t'as rien compris, c'est un homme. Et puis, je sais plus. Sauf si la sorcière derrière le comptoir n'est pas moi. Mais alors, c'est pas clair, tu vois ce que je veux dire? Et donc, il revient... Quelques jours plus tard, je viens de comprendre. Problème de virgule, entre parenthèses. Quand je te le dis, 3 points d'exclamation, puisqu'on a énormément aussi, la quasi-totalité sur les virgules. C'est un cliché, mais c'est vrai. Le fait de mettre une virgule avant le je sais pas quoi laisse croire que c'est une incise, alors que non. Il suffit donc de supprimer la virgule. Enfin, voilà. Les virgules ont été sur ce roman vraiment notre débat principal avec le par contre. C'est-à-dire que moi, j'utilise des par contre partout et c'est pas censé être correct grammaticalement. Et donc, tu voulais me supprimer mes par contre et mettre des en revanche. Et je lui ai dit, si tu veux, tu laisses toutes tes virgules, mais par contre, tu les laisses. Et on a fait un bras de fer mental comme ça et j'ai gagné. À la fois, c'est un roman, il y a beaucoup d'oralité. Donc, je veux dire, personne dit en revanche à l'oral. Tu dis par contre. Hein. C'est exactement ce que je lui ai dit. Il m'a dit, si, moi je dis en revanche à l'oral, la mauvaise foi. Genre. alors que moi, c'est l'inverse. Du coup, sur mon roman actuel, mon éditrice, elle veut moraliser vachement mes dialogues. Ah ouais. Ah mais tu trouves que ça fait pas assez naturel? Ouais, mais ça, on me l'avait déjà dit sur mon premier roman, donc j'entends. Ouais. Moi, je trouve ça moins choquant quand c'est de la fantasy que, enfin, de la pure fantasy, je veux dire de la high fantasy, que dans le monde réel. J'ai beaucoup plus de facilité à suspendre mon incrédulité, comme on dit, quand c'est des personnages d'un univers de fantasy parallèle qui vont parler de manière plus soutenue que si c'est notre monde réel, même si c'est des éléments de fantasy dans notre monde réel, je vais tout de suite me dire plus, personne s'exprime comme ça à l'oral. Et c'est marrant, cette espèce de truc intellectuel qui se met en place. Je sais pas si vous l'avez aussi, mais... De suspension d'incrédulité. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Le bouseux du coin peut très bien dire « Allons, brave !» Oui, c'est trop bizarre. Rendons-nous séants. Ça super bien, il y a des ailes de... Non, allez, c'est pas grave, on s'en fout, de toute façon, c'est pas le monde réel. Mais... Bref. Voilà. Mais ouais, voilà, si je redescends les commentaires, pas fan. Il y a vraiment pas moyen de s'en passer de celle-là. Bof, bof. Celle-là, elle est violente quand même. Pas fan du néologisme. Non. Bon, ok, j'ai rien d'autre, mais non. Voilà. Ça se dit, ça veut dire quoi? C'était du patois. Je pense. Après, il y a eu beaucoup de mots un peu régionaux que j'avais mis et qui ont sauté. Il y a un problème avec cette phrase qui est au minimum bancale. Voilà. Au minimum. Ça se plaît un peu. Hein. Ouais, j'avoue. Il y a un petit sens du clash. Je le prends bien parce que déjà, ça me fait beaucoup trop rire. Et puis, et ça reste sur des détails de formulation. Il me dirait ça sur genre pas fan du personnage ou bof, fan de la moitié du roman. Ça me ferait plus quelque chose. Est-ce que quand il t'envoie le fichier, est-ce que d'abord vous avez une conversation? Parce que tu as dit que vous n'avez pas eu le rendez-vous ou le call. Est-ce qu'au moins, entre guillemets, le fichier, il était accompagné, je sais pas, genre d'un petit mot dans le mail qui disait vraiment c'est super? Non, mon éditeur n'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout le genre de personne qui va me flatter ou me dire, m'appeler pour me dire « Oh là là, c'est merveilleux ce que tu as fait, incroyable et tout ». Non, en fait, juste il l'a reçu et il m'a envoyé un mail pour te dire voilà la proposition de contrat. Et donc, ça voulait dire que c'était bien.
Ça veut Crois dire les actes, pas les mots. Ouais. C'est vrai? Ouais. Je n'ai jamais entendu... Enfin, mon éditeur ne m'a dit qu'il aimait mon roman que par un moyen très, très détourné. Par exemple, voilà, style... t'es nominé à un prix, machin. Bon, voilà, après, bon, on le sait que ton roman, c'est une merveille, mais après, si tu l'as pas, le prix, bon, bah voilà, c'est comme ça. C'est trop mignon à la fois. Voilà. Ouais, j'avoue. C'est trop pur. Heureusement que tu as eu des retours dithyrambiques de tes bêta-lecteurs. Oui, si j'attends que mon éditeur m'appelle pendant 1 heure pour me passer la pommade, je peux attendre longtemps. Oui, Mais je préfère largement, c'est très personnel, mais travailler avec des personnes qui disent ce qu'elles font et font ce qu'elles disent, n'en font pas des caisses, qu'avec des gens qui, dans ce milieu, existent beaucoup aussi, qui t'en font des tonnes à l'oral et puis qui, en fait, te plantent des couteaux dans le dos ou juste s'en foutent de toi. Carrément. Donc, je préfère largement ça. Et puis, en plus, je trouve qu'un... Ouais. Puis, comme dit Léa, il y a les bêta-lecteurs aussi, et les lecteurs. Donc, tu sais comme ça, si ton éditeur il accepte ton roman, ça veut dire qu'il est bien. Il faut juste connaître le mode d'emploi de l'éditeur. Ouais. C'est vrai, parce que là, tu nous lisais quand même pas mal de commentaires. Ouais, bon. Après, l'éditeur n'est pas forcément là pour mettre en commentaire aussi ce qui lui plaît. C'est pas un bêta-lecteur. Oui, c'est vrai. Oui, mais juste les trucs. Moi, mes éditrices, elles mettaient quand elles aimaient bien quelque chose en commentaire. Ah ouais? Et elles mettaient des petites blagues aussi. Enfin, c'était pas toujours que des trucs vraiment très sérieux. C'était vraiment une sorte de petit échange de lecture à 2 temps, quoi. Moi, j'ai globalement, alors là avec l'éditrice avec laquelle je travaille, c'est globalement tout ce que je vous ai décrit. Et il y a vraiment, mais je crois que là, en l'état, j'ai lu les 2 tiers des commentaires sur le roman entier. Et il y a, je crois, 2 bien ou très bien, un bien et un très bien. Ok. Quand même. Voilà. Un petit peu d'encouragement là-dedans. Et j'avoue, il fait quand même un peu plaisir celui-là. Parce que moi, je lis d'abord tous les commentaires en fait. Donc, je fais vraiment suivant. Et donc, tu as vraiment genre un peu fort, point d'interrogation, ok, point d'interrogation, causalité avec ce qui précède, point d'interrogation. Et genre, tu vois, point d'interrogation, c'est-à-dire point d'interrogation. Et voilà. Et quand au milieu de tout ça, tu as un bien, c'est là. Ah. Mais c'est vrai que, ouais, c'est une leçon d'humilité à chaque fois. Quoi. Pardon, Marie, je t'ai coupé. Non, mais c'était pas intéressant. Mais... Moi non plus. Si, tu disais que c'est une leçon d'humilité et c'est vrai. Quand tu reçois ton document annoté, raturé de partout, tu te dis mais c'est de la merde. Et ouais, non, c'est... Je pense que c'est une étape où il faut vraiment laisser de côté son ego et se dire on travaille ensemble pour le bien du texte. Ouais. Et justement, après, l'éditeur, il est là pour poser toutes les questions qui se posent, pour soulever tout ce qu'il pense qu'il doit être soulevé, en sachant très bien qu'après, l'auteur va parfois dire non, je préfère laisser comme ça, il faut certes que ce soit argumenté. Et d'ailleurs, grande question, est-ce que l'éditeur peut imposer des corrections à l'auteur? Et s'il y a des accords, qui a le dernier mot? Parce que ça peut arriver. Alors moi, je n'ai jamais eu de désaccord vraiment très fort. Il me semble que la plupart du temps, on était d'accord et il a dû arriver que je veuille garder ma proposition initiale et ça n'a jamais fait de problème, hein, il me semble. J'ai pas eu de clash, j'ai pas eu d'octogone, non. Ça s'est fait à l'amiable. Après, l'idéal, c'est quand même de trouver un compromis. Quand les 2 personnes de chaque côté restent sur leur position jusqu'au bout, c'est pas un truc de travail très fin. Il faut trouver un compromis, en fait. Quelque chose qui convient aux 2, quoi. Après, là, Léa, pour le coup, c'est pas vraiment un compromis. En général, c'est toi, tu veux laisser ta phrase et en face, il veut la changer. Enfin, tu vois... Après, si toi, tu veux laisser ta phrase telle qu'elle et que lui, il a un argument, l'argument, c'est juste « j'aime pas cette phrase » ou « cette phrase sert à rien ». Bon, cette phrase sert à rien dans l'ensemble du roman, je pense que c'est recevable pour un auteur. Et toi, tu peux lui dire, moi, j'ai mis cette info-là qui est hyper importante. Bon, dans ces cas-là, est-ce qu'on peut pas la mettre autre part? Ou moi, je veux garder cette phrase parce que c'est une espèce de point de suspension au milieu d'une scène d'action et cette phrase, elle fait, j'en sais rien, comme un truc. Enfin, je pense on peut pas discuter comme ça. Non. En fait, tu prends pas les bons exemples du tout. En fait, le sujet... Quoi? Non, mais vas-y, dis, du coup, si j'ai pas bien compris. Non, en fait, je pense que tu prends pas les bons exemples. En tout cas, moi, j'ai l'impression que... ça me pose plus de questions quand c'est purement littéraire, en fait.
Enfin, c'est plus ce que Chris disait avec les virgules, en fait. C'est pas une question de la description, la formation, elle est née là ou ailleurs, tu vois. D'accord. C'est des choses qui dépendent plus des sensibilités personnelles que vraiment d'une règle ou d'un problème de cohérence qui est évident, quoi. C'est ça que c'est ce que tu veux dire? Ouais. Après, une question de sensibilité personnelle, pour moi, franchement, à moins que ce soit une énorme faute d'orthotypo, de syntaxe ou quoi, c'est l'auteur qui doit avoir le dernier mot, quoi. C'est son texte. Mais bon. Ouais. Après, je pense que tu as dit le truc important aussi, Christelle, c'est que a priori, l'éditeur, s'il fait des remarques, c'est pour le bien du texte. Et voilà, après, il n'a pas toujours raison sur tout, ou il n'a pas forcément la science infuse. Mais des fois, il y a des auteurs qui refusent de retravailler tel ou tel passage ou telle chose. Et faut peut-être aussi se poser la question quand on fait ce choix-là de ne pas retravailler, parce que l'éditeur, il avait peut-être fait la remarque pour une bonne raison. Ouais. L'éditeur, c'est pas un imprimeur en fait. Enfin, je veux dire, quand on arrive dans ce travail-là, si on veut être édité, c'est pas juste pour être en librairie, c'est aussi pour bénéficier d'un accompagnement éditorial. Et je trouve que c'est important de travailler en confiance avec la personne qui est en face et de prendre chacune de ses remarques comme pertinentes en fait, et de se dire si quelqu'un se pose la question en face, d'autant plus un professionnel, c'est que peut-être il y a vraiment quelque chose que je dois remettre en question. Après, je dis ça, moi, plein de fois, je me suis posé la question et après réflexion, je me dis non, j'avais raison. Et j'essaie d'argumenter pourquoi. Et plein d'autres fois, j'ai dit oui, c'est vrai, tu as raison, effectivement, on supprime parce que c'était pas important, ou on change, machin. Après, on peut pas se battre sur tous les fronts. Je veux dire, quand tu as 300 commentaires, bon, ben, tu te dis, ok, moi, je sais pas comment tu bosses, Laetitia, mais je me dis, ok, il y a tel point sur lequel je lâcherai pas. Donc, il faut que je lâche sur plein de points pour pouvoir trouver un équilibre. C'est marrant, ça me rappelle des souvenirs. Moi, j'étais exactement comme ça. En fait, je choisissais mes combats. Je me disais, voilà, je vais garder. Et il y a des trucs où tu es là, oui, bon, très bien, c'est pas grave. Comme pour les contrats, quoi. Exactement. Question anonyme qui m'a été posée sur Instagram, je vous laisserai deviner qui me l'a posée. T'as pas envie de l'envoyer balader, ton éditeur, des fois, c'est pour un ami. Donc, comment est-ce qu'on gère quand il y a un vrai désaccord, effectivement, où genre, toi, tu veux pas changer parce que tu es convaincu et l'éditeur te dit, si, on change. Et c'est pas négociable. Est-ce que ça vous est déjà arrivé et comment ça peut se résoudre, en fait? Déjà, je crois pas que dans nos contrats, ce soit vraiment écrit noir sur blanc de qui a le dernier mot. Donc, moi, ça m'est jamais... Enfin, si, ça m'est arrivé sur un contrat d'édition, mais ça m'est pas arrivé sur un texte. Ouais. Ah oui, tu veux dire dans la négociation. Dans la négociation, oui. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi d'aller très loin dans la négo, mais avec des traducteurs, pas avec des auteurs. Ah, sur les textes, ouais. Mais c'est des auteurs malgré tout, les traducteurs. Oui. Et on a toujours fini par trouver des compromis. C'est pour ça que je dis que c'était ma solution. Chacun mettait un peu d'eau dans son vin, essayait de comprendre le point de vue de l'autre, et on arrivait toujours à un terme ou une phrase ou une tournure de phrase qui, in fine, et même si les négociations ont pu être âpres, j'essayais de toujours garder un bon truc avec la personne parce que, en fait, c'est hyper important pour le boulot. Sinon, tu construis plus rien après si la confiance, elle est brisée, quoi. Faut que chacun aille mettre du sien, quoi. Mais bon, traducteur, c'est pas pareil que auteur, quoi. C'est moins, il y a un rapport qui est peut-être moins viscéral au texte. Ouais. C'est déjà quelqu'un qui fait un passage, enfin, qui passe quelque chose, quoi. C'est pas son texte. D'ailleurs, c'est drôle parce que récemment, j'ai fait effectivement les corrections éditoriales d'un roman en tant que traductrice. Et il y a plein d'endroits où c'était la première fois que ça m'est arrivé, j'avais vraiment l'impression d'être la défenseuse de l'autrice du texte, en fait. Parce qu'en face, tu as des correcteurs qui veulent tout lisser. Ou dès que ça sort un petit peu du cadre, ils veulent... voilà, ça, on pourra en parler aussi. Et vraiment, il y a plein de fois où non, en fait, les 3/4 de mes pointages sur les corrections de la correctrice, c'était non, laissez, parce que c'était vraiment comme ça dans le texte. Ouais, dans le texte d'origine, oui, l'image est un peu décalée, oui, d'un coup, on a une métaphore qui sort de nulle part, mais c'est comme ça dans le texte de l'autrice, donc on ne va pas dénaturer la chose par volonté de lisser, quoi. Et d'ailleurs, effectivement, donc il y a l'éditeur qui fait ses suggestions, on travaille en bonne intelligence, on arrive à une version qui satisfait l'éditeur et l'auteur, et ensuite ça part en correction orthographique, typographique. Et là, il y a des nouvelles corrections qui sont proposées par les correcteurs et qui, normalement,
sont uniquement de l'ordre de voilà, l'orthographe, la typographie, est-ce qu'il y a des espaces, mais aussi souvent les correcteurs peuvent repérer des répétitions, par exemple, qui n'ont pas été repérées par l'éditeur, ou des incohérences. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Des choses qu'on n'avait pas forcément repérées, des petites choses, des faux raccords, un truc qui change de couleur d'une page à l'autre, ce genre de choses. Oui, j'allais te dire sur la partie correction, il me semble qu'il y a de checker, par exemple aussi si quelqu'un prend l'avion, qu'il y a bien le nombre d'heures ou ce genre de choses sur les checks de correction. Enfin, il me semblait que ça pouvait être de ce côté-là aussi. Ouais. Moi, je me souviens d'un truc, jour-nuit, tu vois, genre le chapitre d'avant, il fait nuit et le chapitre d'après, il fait jour, alors qu'il ne s'est pas passé de temps, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Qui corrigent à ce moment-là. Dans le roman que je traduis, encore une fois, moi, je traduis le texte. Et quand c'est nord, j'écris nord. Quand c'est sud, j'écris sud. Je ne me pose pas la question. Et la correctrice nous fait remarquer qu'en fait, la carte qui est au début du roman est complètement à l'envers. Enfin, que si on dit nord, en fait, c'est en bas de la carte et sud, c'est en haut de la carte. Donc, est-ce qu'il faut changer, corriger? Et on a déduit que la carte était à l'envers, parce qu'il n'y a pas écrit nord-sud, en fait, sur la carte. Mais voilà, c'est le genre de choses qu'un correcteur peut, c'est intéressant. peut relever. Sauf que des fois, les correcteurs dépassent largement le cadre de leur fonction. Et je sais que j'ai entendu pas mal d'auteurs, et c'est notamment Estelle Faye, je crois, qui est autrice, et qui disait qu'elle a l'impression que de plus en plus, les correcteurs se permettent de faire des corrections, notamment sur des textes de jeunes auteurs, qui sont pas du tout de l'ordre de la correction orthotypographique, et de proposer des formulations quand les correcteurs trouvent que c'est pas à leur goût, quoi. Donc, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je sais que, par exemple, pour Du thé pour les fantômes, mon éditeur a dû prévenir les correcteurs, correctrices, qu'il y avait beaucoup d'oralité et qu'il parfois il n'y avait pas, qu'il y avait pas toutes les négations et que c'était pas à corriger. Et qu'il y avait des par contre et qu'elle me corrige pas ça. Parce que, ça a déjà été négocié. J'ai déjà dû donner quelques virgules. Ouais, je pense que ce problème-là, ça vient possiblement du fait que beaucoup de correcteurs orthotypaux aujourd'hui en France sont des freelances, qui sont des sous-traitants de maisons d'édition, et qu'on les briefe pas forcément en fait, et qu'on leur envoie des textes en mode fais ton taf, et que du coup ils savent pas en fait quel est leur degré d'intervention sur les textes. Enfin, je pense. Moi, en tous les cas, je bosse personnellement en tant qu'éditrice avec des correcteurs orthotypaux, et des fois je sais qu'avant il faut que je leur envoie un petit mail en leur disant bon voilà, sur ce texte là on a telle spécificité, j'en sais rien, il y a un personnage qui parle du patois, ça m'est arrivé sur un de mes mangas là, voilà, ça se passe dans le nord du Japon, on a essayé de retranscrire ça un peu en français, et du coup c'est normal en fait, il va y avoir des personnages qui vont manger leurs mots, qui vont employer des termes bizarres, c'est normal, voilà. Ouais. Mais c'est pas forcément évident, je trouve, en tant qu'auteur, quand on reçoit ce genre de correction. À un stade, en plus, on a déjà effectué la plupart des corrections avec l'éditeur, parce qu'on se demande, est-ce que j'ai le droit de dire non, vu que c'est censé être des corrections très neutres, on n'est plus vraiment dans la négociation avec l'éditeur, quoi. C'est censé être un peu factuel, et voilà, tout ça pour dire que vous avez encore à toutes les étapes le droit d'accepter ou de refuser les corrections. Sauf encore une fois, quand c'est des corrections vraiment nécessaires de grammaire. Ça m'est aussi arrivé sur des manuels scolaires d'avoir des profs de français qui ne voulaient pas corriger leurs fautes dans leurs consignes d'exercice. C'était très frustrant. Ah punaise, incroyable. C'était un truc du genre, est-ce que le personnage est-il le héros? Ah oui. Il y a déjà quelque chose. Et vraiment, et en plus, en face, tu as des profs de français qui par ego te soutiennent mordicus qu'ils ont raison, et c'est très frustrant. Donc ne soyez pas cet auteur. Question suivante. Pardon, je reprends mon petit fil de questions. Donc oui, les corrections orthotypaux. Ensuite, on va recevoir des épreuves. Alors, les épreuves, est-ce que quelqu'un peut expliquer de quoi il s'agit? Peut-être Léa? Alors, les épreuves, c'est le livre qui a été composé, c'est-à-dire qui a été mis en forme dans sa maquette définitive par un compositeur ou par un graphiste, ça dépend
d'avec quel genre de prestataire travaille la maison d'édition, ou même parfois c'est des gens qui sont en interne dans les maisons d'édition qui font ça. Et donc c'est la personne qui va avoir pris votre fichier Word et qui va l'avoir mis dans un logiciel, et c'est à partir de ce logiciel que sera fait l'export final du fichier qui sera fourni à l'imprimeur pour donner naissance au livre imprimé. Voilà, donc les épreuves, c'est ça, c'est le livre qui a vraiment été mis en forme dans sa forme finale. Et à ce stade-là, en fait, il y a encore des mini-corrections orthotypo à faire parfois. Il y a des éléments graphiques qui sont intégrés. Par exemple, j'en sais rien, vous voulez habiller des têtes de chapitres ou vous voulez mettre des séparations de paragraphes. Donc, ça peut être 2 traits l'un sous l'autre, ou ça peut être des petites étoiles, ou ça peut être carrément un élément graphique comme un dessin. Et ben, c'est à ce moment-là, c'est au moment de la composition que ça va arriver. Et dans vos épreuves, normalement, tous ces éléments-là apparaîtront. Voilà, si vous voulez rajouter des choses, n'hésitez pas sur les épreuves. Juste que du coup, en termes de format, c'est un PDF et plus un Word à ce moment-là quand vous les relisez, tout simplement. Oui. Enfin, voilà. Et du coup, ça a vraiment la tête que ça va avoir une fois que ce sera imprimé, qu'il y a les marges. Il y a s'il y a la numérotation en bas. Il y a les folios, ouais. Les folios et puis ça commence à devenir un peu concret, quoi. Puis on les reçoit aussi en papier. Et c'est vraiment une feuille, une page. Et quand tu reçois tes épreuves papier, tu te dis mon roman va être énorme. Oui. Finalement, je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais moi, à chaque fois que j'avais mes romans publiés, j'avais un effet déceptif de me dire toutes ces heures d'écriture et il est si petit. Ils n'avaient pas choisi un papier suffisamment épais. C'est dommage. Les marges étaient trop étroites. Les marges étaient trop étroites. Épreuves, ça fait vraiment. Ouais, parce que les épreuves, alors on les reçoit pas systématiquement en papier. Ça dépend des délais et du budget. Et je crois que pour Porcelaine sous les ruines, par exemple, c'était des délais très serrés. On a bossé que sur PDF. Ils n'avaient pas le temps de m'envoyer, que je fasse sur papier, que je leur renvoie, etc. Mais oui, c'est vrai qu'on reçoit en fait une espèce de brique de feuille A4, donc forcément un papier beaucoup plus épais que celui d'un livre. Et comme tu dis, il n'y a pas de recto verso, donc ça fait x2 par rapport au nombre de pages. Et c'est assez impressionnant, mais en même temps, ça, comme tu dis, Laure, ça devient hyper concret. C'est le moment où on commence à voir notre vrai livre, quoi. Et là, il y a encore des passes de correction parce que il y a des erreurs qui peuvent se glisser dans les épreuves. C'est pas vraiment des erreurs, mais ça peut être des décalages ça peut être une césure mal faite, par exemple. C'est-à-dire qu'au moment où on aura importé ou pris votre texte Word et mis dans le truc final, va y avoir évidemment le texte qui va être justifié. Et par exemple, vous pouvez avoir un mot qui a été césuré au mauvais endroit et il faudra soit remonter à la ligne, soit césurer à un endroit différent. Il peut y avoir ce qui s'appelle des orphelines aussi. Alors là, on rentre vraiment dans les trucs hyper pointus de la typo. Mais par exemple, en orthotypo, ça ne se fait pas d'avoir à la fin d'un chapitre, par exemple, un mot seul sur la dernière ligne. Il faut le remonter à la ligne supérieure. C'est considéré comme moche en orthotypo. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va faire tous ces petits ajustements hyper fins que, en vrai, les lecteurs, généralement, ne les voient pas ou s'en fichent. Mais quand tu as un professionnel de l'édition, voilà, il faut faire attention à tout ça, quoi. C'est plus sérieux. Après, ça, d'ailleurs, c'est une vraie question que j'ai parce que vous tel que j'entends, ce que vous dites, vous parlez du fait que c'est quand même assez abouti et qu'il n'y a que ce type de modification, de type césure à ce moment-là. J'avais l'impression qu'il y avait encore quand même pas mal de retravail côté orthotypo, moi, sur cette étape. En fait, ça dépend des maisons d'édition. Les bouquins, ils ne sont pas tous composés aux mêmes étapes. Parfois, ils sont d'abord composés, envoyés en orthotypo. Parfois, c'est d'abord retravaillé en orthotypo sur du Word, mais c'est très rare parce qu'en fait, que ça soit d'abord travaillé en orthotypo sur du Word, c'est extrêmement rare parce que ça fait qu'en fait, tu as 2 fois à faire le même travail. Il faut forcément... Ouais, ok. Une fois que c'est sous format d'épreuve. Et du coup, généralement, on fait qu'une passe d'orthotypo et c'est déjà monté en épreuve pour gagner du temps et de l'argent, quoi. Ouais, c'est ce qui me semblait aussi, parce que du coup, tel que je vois les dossiers, quand je vais aller fouiller les dossiers des titres apparaître, il y a les EP1, EP2, EP3 ou des choses comme ça, et clairement, il y a de l'orthotypo entre les deux. Aussi, je sais que c'est un sujet dont on voulait parler un peu après, donc désolée, je le mets là. Mais c'est vrai que nous, du coup, par exemple, dans ma maison d'édition, on envoie les épreuves soit papier, soit numérique en lecture à des influenceuses littéraires qui vont lire le texte. Et du coup, notamment, elles sont non corrigées. C'est le principe, quoi, c'est les ENC, les épreuves numériques les épreuves non corrigées. Et du coup, elles nous remontent parfois aussi des erreurs
Et on leur dit toujours, il y a un correcteur qui est sur le coup, ceci dit, remontez-nous quand même, parce qu'on n'est jamais trop de correcteurs potentiellement à passer sur le texte. Bref. Ouais, alors je pense que sur le document Word, il y a quand même une phase d'harmonisation qui est faite parce que c'est plus simple de le faire avec un CTRL F, j'imagine, dans le Word. Donc, par exemple, tout ce qui va être les tirets de dialogue, ce genre de choses vont être corrigés à ce moment-là. Enlever tout ce qui est double espace, les majuscules accentuées et tout. Je pense que quand même, on essaye de mettre un document assez propre en maquette pour justement que tout soit pas décalé, parce que du coup, si tous tes tirés d'un coup sont plus longs et que ça décale toute ta maquette, une fois que tu as déjà composé, il faut quand même que ce soit assez propre. Et d'ailleurs, à ce stade, tu disais, Laetitia, que c'est noté par contrat ce qu'on a le droit de modifier une fois que c'est mis en épreuve, c'est ça? C'est sur le BAT, je crois. En fait, ouais, j'ai été regarder dans le contrat et déjà ils disent que c'est écrit dans le contrat que tu as 15 jours pour donner ton go. Ça, c'est pour le bon à tirer, donc le BAT, c'est pour les dernières épreuves en fait. C'est vraiment ce qui va être. En gros, bon à tirer, ça veut dire OK, ça part à l'impression. Juste pour préciser. Ouais, c'est sur les épreuves, ouais. Il y a écrit les corrections apportées sur épreuve à l'œuvre définitive. Donc, je ne sais pas à quel stade. À leur étape définitive. Quoi? C'est écrit à leur étape définitive? À l'œuvre définitive et complète. Ah, à l'œuvre définitive, pardon. OK. OK. Sont à sa propre charge, donc à la charge de l'auteur, au-dessus de 10% des frais de composition ou de saisie. Oui, en gros, il ne faut pas faire trop de modifs à ce stade. Oui, c'est pas le moment d'avoir des regrets sur des chapitres entiers, etc. Après, cela dit, je sais que sur Porcelaine sous les ruines, mon prologue, en fait, je me suis rendu compte au moment des épreuves que il n'était pas du tout dans le bon sens, que vraiment c'était pas cohérent, que je me répétais et tout, donc j'ai fait changer plein de paragraphes d'ordre, c'était un bordel pas possible. Et donc ça a fait qu'on a dû faire des deuxièmes épreuves, parce que les premières épreuves n'étaient pas assez propres en fait pour se passer de deuxième épreuve. Et donc, ce qui va se passer entre les premières et les deuxièmes épreuves, c'est que là, vous allez avoir 2 fichiers, un avec plein de corrections et un corrigé, et il va falloir faire le pointage des corrections. Voilà. Ouais. Et donc, reprendre chaque correction des épreuves 1 et vérifier qu'elles ont bien été intégrées dans les épreuves 2 et qu'elles n'ont pas rajouté d'autres erreurs, parce que ça, c'est pareil. Je sais pas, je te dis, finalement, c'est plus il partit, mais ils partirent. Bon, peut-être qu'en fait, il y avait un adjectif qui était relié à ce petit groupe de mots que tu as oublié de corriger et que donc rajoute une faute dans les deuxièmes épreuves. Ouais. Donc, c'est encore le moment d'avoir des regrets, mais pas trop importants. Et de faire les dernières corrections qui s'imposent. Et puis, voilà, il part à l'impression. On en a parlé un petit peu dans l'épisode précédent, mais ça prend combien de temps tout ce processus de travail éditorial avant que le roman soit imprimé? Ça dépend vraiment. Moi, je dirais que ça peut prendre entre 6 mois et 1 an. Et alors, en parallèle, pendant ces 6 mois, 1 an, on n'a pas tout le reste de la maison d'édition qui se tourne les pouces en attendant d'avoir un livre bien terminé, bien fini avant de s'en occuper. Du coup, rapidement, est-ce que Laure, tu peux nous expliquer à quelles étapes de tout ce travail, en gros, vous intervenez, quels éléments vous prenez, de quoi vous avez besoin pour travailler de votre côté et pour faire quoi? Ouais, je pense que c'est un peu j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions sur lesquelles on commence par répondre « ça dépend ». Mais c'est vrai que je crois qu'on en parlait dans l'épisode précédent ou un épisode précédent, je ne sais plus exactement lequel, mais en gros, le temps de prospection, le temps de travail du livre, il est assez long. Mais en gros, je dirais qu'on commence à travailler... là, par exemple, on est sur le programme de mai, juin, juillet et on l'a présenté tout début janvier. Et donc, en gros, quand tu dis qu'on l'a pardon, c'est vrai. La maison, on l'a présenté pour la première fois à nos partenaires commerciaux. Donc avec le directeur commercial de l'équipe des représentants qui sont vraiment les personnes qui vont aller voir tous les libraires pour leur vendre en gros le livre, et avec les comptes clés qui sont les interlocuteurs qui vont parler avec les acheteurs Fnac et Cultura. En gros, c'est eux qui ont besoin des infos le plus tôt possible, et en gros, c'est les réunions où on se met d'accord sur les objectifs, comment est-ce qu'on va... est-ce qu'on est les objectifs, sur c'est combien on en vend. Exactement, combien on espère en vendre, en tout cas au moment de la mise en place, c'est-à-dire le jour de la sortie, en gros, combien d'exemplaires on espère avoir en librairie.
Voilà. Et en gros, parce qu'on a regardé un titre à peu près similaire, on en imagine ou on en espère X à la Fnac, Y chez Cultura, encore une autre chose en librairie indépendante, est-ce que ça semble raccord, voilà. Ouais. Et donc ça, à ce moment-là, nous, on n'a pas forcément besoin d'avoir un texte. En revanche, on a besoin d'avoir un argumentaire, et l'argumentaire, il est quand même fait à partir d'un texte. Et ça rend l'exercice parfois un peu plus difficile quand le texte en fait n'est pas encore disponible. Et donc là, plus pour ce qu'on se disait en toute première partie d'épisode, quand un auteur a été signé sur un pitch mais qu'on n'a pas le texte, là du coup l'édito invente un argumentaire qui est en fait une sorte de pré-quatrième de couverture. Et après, ça devient un petit peu plus concret au moment de la réunion représentant, où là, du coup, on va représenter, mais cette fois-ci, à ces fameux petits commerciaux qui vont rencontrer, enfin, ils ne sont pas petits d'ailleurs, à ces fameux commerciaux qui vont rencontrer tous les libraires. Et là, à ce moment-là, il faut quand même que ce soit un petit peu plus définitif, un petit peu plus abouti. Et idéalement, pour les titres qu'on veut particulièrement soutenir, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, mais des fois, on va imprimer les épreuves dans ce qui ressemble à un livre fini. J'en ai un, par exemple, sous les yeux, du coup, pour ceux qui nous regardent et qui ne nous écoutent pas, mais en gros, on va imprimer le livre en mettant que c'est des épreuves non corrigées, et ça, les représentants, quand ils passent en librairie, ils le laissent au libraire pour que le libraire puisse le lire. Donc chacun sait à ce moment-là que c'est pas un texte définitif et qu'il y a des corrections qui vont arriver. Donc ça, c'est sur la partie commerciale. Et côté communication, c'est aussi envoyé en amont aux journalistes, parce que les médias, c'est pas forcément la veille pour le lendemain. Donc il y a quelques médias qui sont travaillés pareil sur épreuve. Et puis après, il y a potentiellement un service de presse, c'est-à-dire que l'auteur va dédicacer avec un petit mot à ses contacts. Pour ceux qui ont des contacts. Mais voilà. Donc non, on se tourne pas les pouces en vrai. Et tout ce qui est paratexte, donc tu parlais notamment de quatrième de couverture qui peut servir à parler du livre avant sa parution. Qui s'en occupe? Est-ce que c'est à l'auteur de proposer une quatrième de couverture, d'écrire sa propre bio, de choisir son titre aussi? Alors, on fera peut-être un épisode dédié à comment on choisit une couverture, comment on choisit un titre. Mais là, au-delà du comment, c'est plutôt qui fait quoi? Est-ce que l'auteur a son mot à dire sur tout ça? J'imagine que ça dépend encore. L'auteur, normalement, il a toujours son mot à dire quand même. Hein. Oui. Mais, normalement. Idéalement, dans un monde idéal. Je sais que sur les quatrièmes de couverture, je suis très partie prenante. Enfin, je prends un peu les choses en main. Je suis très force de proposition, mais après, ça dépend des auteurs. Je pense qu'il y en a qui se sentent de le faire ou pas, ou qui sont contents peut-être de ce qu'on leur propose ou pas, tout simplement. Oui, j'allais dire, moi, ça, personnellement, je laisse complètement faire. Hein, la quatrième de couverture. Moi, c'est pareil. Je laisse faire parce que j'estime que j'ai pas le recul pour trouver les axes vraiment intéressants à mettre en avant. Pour moi, c'est vraiment le travail de l'éditeur. Alors, c'est cool quand on est capable de le faire, mais moi, c'est pareil, je sais pas faire ça. Donc, je laisse. En tout cas, normalement, c'est effectivement l'éditeur ou l'équipe édito qui s'occupe d'écrire ça et au moins de le proposer à l'auteur. Et après, l'auteur, je pense, peut proposer des modifications s'il veut. Idem pour alors pour la bio, on m'a souvent demandé à moi de l'écrire. Je sais pas. Vous. Moi aussi, ouais. Je pense que Mais j'ai l'impression que tous les auteurs, ils écrivent leur bio à la troisième personne en mode égo-trip. Je pense que c'est vraiment l'exercice très étrange. Que tu dois parler de toi, mais c'est chelou. Ouais, c'est particulier. Hein. Et puis, sur le choix du titre et le choix de la couverture, le titre, a priori, vous proposez quelque chose, mais l'auteur propose son titre et après, c'est un jeu avec l'éditeur, comme sur le texte. Est-ce qu'on est d'accord ou est-ce qu'on n'est pas d'accord? Est-ce que c'est un bon titre ou pas? Et catastrophe, est-ce qu'il n'est pas déjà pris? Et ça, c'est dur. Quand on s'est enfin mis d'accord et qu'en fait, on se rend compte qu'il existe déjà, ça, c'est dur. Ouais, j'avoue. Et sur le choix de la couverture,
Alors, je sais que moi, dans l'un de mes romans, j'avais fait inscrire au contrat que je voulais absolument avoir un droit de regard pour valider, ce qui avait été très mal pris d'ailleurs. Mais comme j'avais rien négocié d'autre, quasiment, on me l'a accordé. Mais ouais, pour moi, ça me semblait important, même si c'est pas mon métier, que je suis pas graphiste et que je fais confiance aux gens avec qui je travaille. Moi, c'est pareil, j'avais négocié droit de regard sur la couverture. Ce qui veut à la fois tout et rien dire, parce que bon, oui, tu peux regarder, mais si t'es pas d'accord. Et pour info, hop, on s'en a rien à faire. C'est ça, mais au moins pouvoir être incluse dans les processus de choix de couverture, parce qu'il y a des auteurs qui sont mis devant le fait accompli. Malheureusement, tous les éditeurs font pas ce travail d'inclure l'auteur. Donc, le droit de regard, ça a l'air de rien, mais voilà, c'est quand même intéressant de l'avoir. Ouais, c'est ça. Normalement, si on bosse en bonne intelligence, on est inclus dans le processus. Après, moi, je sais que je suis hyper chiante, donc j'envoie plein d'inspirations à mon éditeur en avance et tout. Mais il y a plein d'éditeurs. En fait, c'est un travail supplémentaire d'inclure l'auteur. Ça veut dire prendre des avis en compte supplémentaires. Ça veut dire faire des réunions avec l'auteur. Ça veut dire que peut-être possiblement, il va pas être content, qu'il va vouloir choisir un... Enfin, ça peut amener plein d'emmerdements en fait à l'éditeur qui n'a pas forcément envie de s'embêter avec ça. Et donc, oui, il faut que les pistes de l'auteur soient pertinentes aussi, parce que des fois, parce que je trouve que c'est quand même, faut quand même avoir une sorte de sensibilité là-dessus, ou au moins connaître les codes, parce que je pense que ça doit arriver souvent qu'il y ait des auteurs qui veulent absolument tel truc et tout, mais en fait c'est hyper daté, ou alors ça marche pas du tout. Ou alors c'est pas les codes de ce que tu écris. Aussi, tu peux regarder. Je sais pas, vouloir une couverture de l'IT très générale alors que tu écris un truc vraiment très romance. Enfin, je dis ça un peu au pif, mais oui, t'as un peu des codes. C'est un peu à qui s'adresse ton roman en termes de cible marketing et qu'est-ce que cette cible marketing attend en termes de codes sur le marché. Et ça, c'est pour ça aussi que c'est l'éditeur, a priori, qui va proposer quelque chose. Mais, il a un vrai travail, c'est chiant, mais il y a en fait un travail, ce que Laure est en train d'expliquer là, d'éducation, enfin c'est un peu bizarre comme terme, mais de l'éditeur vis-à-vis de son auteur, en fait, c'est important d'expliquer ça à son auteur, de lui dire, bah écoute, là oui, ta piste elle est intéressante, mais elle est pas très pertinente, regarde ce qui se fait sur le marché, dans ce qui ressemble à ce que tu as écrit, c'est ça, les lecteurs ils attendent ça, voilà pourquoi, et encore une fois, c'est du compromis. Oui, et puis c'est pas une science exacte, hein, parce que si on savait ce qui fait vendre un livre, on arrêterait de faire tout ce qui ne marche pas. Et notamment sur le marketing, sur le packaging du produit, quoi. C'est pas toujours évident. Des fois, tu as une couverture que tu trouves magnifique. Et pour autant, ça ne se transforme pas directement. C'est pas parce que la couve est magnifique qu'elle fait vendre. Ouais, exactement. Pas parce qu'elle est moche qu'elle va pas trouver son lectorat. Et c'est marrant aussi parce que, du coup, je vous en parlais un peu tout à l'heure, mais donc on fait lire en avance les bouquins à des lectrices qui sont partenaires dans ma maison. Et pour une partie des couvertures aussi, on essaye de les tester. En gros, ça nous permet de tester un petit peu la température de l'eau, voir si ça leur plaît, si ça leur plaît pas. Et notamment quand on fait ça, c'est qu'on a un gros doute ou qu'on a justement l'auteur qui est pas d'accord, l'éditeur qui dit autre chose, enfin voilà. Et ce qui est marrant, c'est que à chaque fois qu'on fait ça, elle nous demande mais est-ce qu'on peut avoir le résumé, parce qu'on le demande vachement en tôt et en règle générale, elles l'ont pas forcément encore lu. Elle nous dit est-ce qu'on peut avoir le résumé, et à chaque fois on dit non, parce qu'en fait on veut savoir si vous le prenez en main. C'est déjà trop tard de lire le résumé, enfin trop tard. En gros, une couverture, faut qu'elle soit vraiment efficace sans le résumé, en fait. Il faut que d'abord tu sois attiré par la couve, que tu arrives à bien y lire les informations, et après que tu lises la quatrième, et là, c'est les débats de qu'est-ce que tu mets sur la quatrième, comment c'est impactant, etc. Mais ouais. Et franchement, je trouve que le choix de la couverture, c'est hyper dur. Là, on est en plein dans le mal pour une de nos grosses sorties de mars-avril, pour tout vous dire, parce qu'on a plein de... En fait, comme je sais plus laquelle d'entre vous le disait, mais il y a les goûts et les couleurs. T'as certes les goûts du marché, mais les goûts et les couleurs de chacun des interlocuteurs. Et t'en as qui trouvent des trucs un peu modernes, d'autres, enfin pas assez modernes, d'autres qui disent bah oui, mais il faut que ça corresponde au code du marché. Mais oui, mais c'est pas assez moderne, donc qu'est-ce que je fais? L'auteur préfère celui-ci, mais du coup on a fait retravailler. T'arrives à avoir 72 versions de couverture. Et, et en fait, qui conviennent à personne. Plus personne, c'est rien. Voilà. C'est comme tu dis, c'est pas une science exacte, quoi. Donc
parfois, tu as tellement, puis dans la chaîne du livre, tu as tellement d'interlocuteurs. Nous, ce qui nous est déjà arrivé, pour vous donner une petite anecdote comme ça, mais du coup, à ces fameuses réunions qu'on fait, on a déjà eu le truc de faire une réunion avec les représentants, de proposer un projet. Et là, les représ qui nous disent vraiment, cette couverture, c'est moche, ça marche pas du tout. Du coup, nous, branle-bas de combat, ils trouvent que c'est nul, faut absolument retravailler et tout ça, mais on retravaille pas immédiatement. Donc, en tout cas, on ne peut pas leur fournir immédiatement, suite à la réunion, tout de suite une nouvelle proposition de couverture. Donc, ils commencent leur prospection, donc ils vont voir les libraires avec leur fin d'argu. On change tout, on a un truc et tout ça. Ric-rac avant l'impression, on trouve un truc bien, on imprime un truc plus moderne pour répondre à ce qu'ils nous demandaient. Et là, on a la réunion de la remontée terrain qui nous disent les libraires aiment bien cette couverture. Et tu fais non, c'est pas vrai, on a tout changé. Et ça nous est arrivé sur une série. La bonne nouvelle, c'est qu'on a pu utiliser la couverture qu'on avait initialement sur le grand format. Comme on a sorti le titre en poche, finalement, on l'a ressorti pour le poche. Habile. On a pu tout ça, heureusement que les auteurs ne sont pas au courant. Parce qu'en tant qu'auteur, tu te fais de la tachycardie si tu apprends tout ça. Mais blague à part, vous savez que ça nous est arrivé aussi en réunion représentants, parce que des fois, justement, on fait venir les auteurs à la réunion et voilà, l'auteur du coup rencontre les représ, vient pitcher son ouvrage. C'est un moment un peu spécial. Et on a déjà dit aux représentants, alors, on a un dilemme sur cette couverture, s'il vous plaît, n'en parlez pas devant l'auteur, on s'en parle après, en fait, on s'en parle après et on se fera, voilà. Mais parce que c'est le pire, s'il y a le débat devant. Des fois, on a un vrai débat et l'auteur le sait et on en parle devant les représentants et il n'y a pas de souci. Mais des fois, on sait que le terrain, il est entre guillemets un peu glissant et on se dit, il vaut mieux, nous, qu'on fasse le filtre. De nouveau en bonne intelligence et en confiance et tout ça, mais parce que après tu vas nous le mettre dans le mal, il va douter, il va et puis en tout cas je trouve que faire la part des choses quand il y a une personne qui parle et de pas se dire c'est le dernier qui parle qui a raison, parce que enfin voilà. C'est absolument passionnant. Enfin, je trouve que moi, en tout cas, je sais pas vous, mais quand on en arrive au choix de la couverture, c'est vraiment le prime, c'est un peu la récompense de tout le travail. Et si ça vous intéresse qu'on fasse un épisode vraiment plus en profondeur sur comment se passe le choix, le travail sur une couverture, voilà, qui choisit quoi, comment on s'inspire, etc. Et le titre aussi également, qui fait partie intégrante de la couverture et qui fait que le lecteur prendra le livre en main ou pas. Mais voilà, si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire et puis comme ça, on pourra faire un épisode là-dessus. En tout cas, je pense qu'on a à peu près fait le tour des corrections éditoriales. C'est vrai qu'on a essentiellement parlé d'auteurs et d'éditeurs, mais comme tu disais, Laure, il y a plein d'autres interlocuteurs dans toute cette grande chaîne du livre. Donc, ça, c'est vraiment que le travail auquel l'auteur a accès, mais il se passe plein de choses autour qui peuvent aussi influencer le reste. Donc voilà, c'est assez passionnant, je trouve, comme milieu, malgré tous ses défauts. Et c'est quand même très chouette. Ah bah oui, c'est quand même super. Et quel mot on donne à nos auditeurs pour mettre en commentaire? Pantone. Non, je rigole, ils vont voir l'épisode sur la couverture. Oui, ça sera plutôt sur la couverture. Épreuve, avec un petit bras musclé comme ça. Épreuve, voilà. En plus, c'est un mot très polysémique, donc vous pourrez l'employer comme vous voulez dans votre commentaire. Si vous avez écouté jusqu'au bout, mettez le mot épreuve ou un petit emoji bras musclé dans votre commentaire. Parce que on ne l'a pas dit, mais les épreuves sont une épreuve pour les auteurs. C'est très, 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 très pénible comme moment. Un petit message d'encouragement pour Laetitia qui est en plein dedans. Et merci beaucoup les filles d'avoir été avec moi sur cet épisode où je pense que chacune a apporté un peu son expérience différents angles de la chaîne du livre et c'est vraiment passionnant. Donc merci beaucoup. Et quant à nous, chers auditeurs, eh bien, on se retrouve en avril puisque en mois de mars, il n'y aura pas d'épisode. On a un problème d'agenda. On n'arrive pas à trouver de date commune pour faire un épisode en mars. Et on vous a posé la question sur Instagram et sur YouTube. Est-ce que vous préférez faire un petit épisode de mars qu'on enregistre
là, juste après celui d'avril, mais du coup sans actu, sans rien, ou est-ce que vous préférez qu'on se repose et qu'on saute un épisode? Et vous avez été étonnamment les 2/3 à dire reposez-vous. Donc voilà, ça nous fait très chaud au cœur que vous preniez soin de notre santé mentale. Ça nous fait aussi chaud au cœur pour les 35% qui ont dit on veut notre épisode, on s'en fout de votre santé mentale. Parce que malgré tout, ça veut dire que vous attendez nos épisodes. Donc voilà, désolé, exceptionnellement, pas d'épisode en mars, mais on se retrouvera encore mieux en avril. Et puis, dites-nous en commentaire, voilà, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, encore une fois, couverture, titre ou toute autre chose. C'est toujours précieux pour nous de savoir quels sont les sujets qui vous intéressent. Et donc, je vous dis à très vite pour la 22e, je me perds après quoi, réunion du club où on discute d'écriture sans filtre. Salut! Salut!